Lors de ma fête de départ à la retraite, ma belle-fille portait ma robe. Je savais qu'elle était la maîtresse de mon mari. À ce moment-là, j'ai sorti une enveloppe qui a coupé le souffle à tout le monde. Mon mari l'a ouverte avec des mains tremblantes, et dès la première ligne, il a compris qu'il avait tout perdu. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue. Je n'aurais jamais imaginé que ma fête de départ à la retraite serait la soirée où je comprendrais enfin ce que signifiait vraiment la trahison. Après 35 ans en tant qu'infirmière diplômée, à veiller sur des patients, à soigner des blessures et à réconforter des familles dans leurs heures les plus sombres, je pensais mériter une célébration. Au lieu de cela, j'ai eu droit à un cours magistral sur la cruauté, servi sur un plateau d'argent. La salle de conférence de l'hôpital était décorée de banderoles bleues et blanches, mes couleurs préférées. Des collègues, devenus une famille au fil des décennies, remplissaient l'espace de rires chaleureux et de félicitations. Le gâteau portait l'inscription « Bonne retraite, Hélène » en une écriture élégante, et pendant un instant, je me suis sentie vraiment heureuse. À 58 ans, j'étais enfin libre de poursuivre les choses que j'avais mises en attente, le jardinage, la lecture, peut-être même voyager comme Guillaume et moi en avions toujours parlé. C'est alors que je l'ai vue. Jessica, ma belle-fille, est entrée dans la pièce en glissant, portant une robe qui a fait s'arrêter mon cœur. Non pas parce qu'elle était magnifique, bien qu'elle le fût. Non pas parce qu'elle lui allait parfaitement, bien que ce fût le cas. Je me suis figée parce que je reconnaissais chaque délicat bouton de nacre, chaque détail de dentelle complexe, chaque pli de la soie bleu nuit qui captait la lumière d'une manière si particulière. C'était la robe de ma mère. La même robe que maman avait portée à sa propre fête de retraite il y a 28 ans, avant que le cancer ne l'emporte à peine 2 ans plus tard. La robe que j'avais soigneusement conservée dans du papier de soie et du cèdre, la gardant pour une occasion spéciale. La robe que j'avais prévu de porter ce soir, jusqu'à ce que Jessica mentionne nonchalamment qu'elle avait choisi quelque chose de spécial et insiste pour que je porte plutôt la tenue beige sans risque que Guillaume m'avait achetée. Mes mains tremblaient en saisissant ma coupe de champagne. Elle n'avait pas demandé à l'emprunter. Elle l'avait simplement prise dans mon placard, dans la housse où elle était suspendue comme une relique sacrée. L'audace était à couper le souffle. Mais ce qui m'a complètement anéanti, c'est la façon dont elle se déplaçait dans la pièce, confiante, radieuse, comme si elle avait plus sa place dans le souvenir de ma mère que moi. Jessica n'est-elle pas éblouissante ce soir? Guillaume est apparu à côté de moi, sa voix chaleureuse empreinte d'une admiration qui m'était autrefois réservée. Mon mari depuis 30 ans, l'homme qui m'avait soutenu lors des funérailles de ma mère, qui savait exactement ce que cette robe signifiait pour moi, rayonnait presque en regardant la femme de son fils captiver l'assemblée. J'ai ouvert la bouche pour le lui dire, pour lui expliquer la signification, pour lui demander comment il avait pu laisser faire cela. Mais c'est alors que je l'ai vu. Le regard qui a été échangé entre lorsque Jessica a croisé son regard de l'autre côté de la pièce. Cela a duré peut-être 3 secondes, mais cela racontait une histoire qui m'a glacé le sang. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont ses yeux se sont attardés sur son visage, puis ont descendu pour admirer comment la robe épousait ses formes. Le petit sourire secret qu'ils ont partagé avant de détourner rapidement les yeux comme s'ils avaient été surpris à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Ma coupe de champagne m'a glissé des doigts, se brisant sur le sol avec un bruit qui a semblé résonner dans tout mon univers. Plusieurs collègues se sont précipités, inquiets du désordre, se demandant si je m'étais blessée. Mais je ne pouvais pas bouger, pas parler, je ne pouvais rien faire d'autre que de fixer mon mari et ma belle-fille alors que la terrible vérité s'installait dans mes os comme un cancer. Ils avaient une liaison. « Maman, ça va ?» Robert est apparu à mes côtés, ses yeux doux remplis d'inquiétude. Mon cher Robert, qui avait hérité de ma nature compatissante et de la fiabilité constante de son père. Robert, qui cumulait 2 emplois pour subvenir au goût de luxe de Jessica et qui n'avait aucune idée que sa femme détruisait sa famille de l'intérieur. « Je vais bien, mon chéri », ai-je réussi à dire, forçant un sourire qui ressemblait à du verre brisé sur mes lèvres. Juste de la maladresse. Mais je n'allais pas bien. En voyant la main protectrice de Guillaume se poser sur le bas du dos de Jessica alors qu'elle se penchait pour examiner le verre brisé. En voyant la façon dont elle s'est appuyée contre son contact juste un instant de trop, j'ai réalisé que toute ma vie avait été construite sur des mensonges que j'avais été trop confiante pour voir. Le reste de la fête s'est déroulé dans un flou de félicitations et de vœux qui semblaient creux face au rugissement de la trahison dans mes oreilles. J'ai souri. J'ai remercié les gens. J'ai coupé le gâteau avec des mains fermes tandis que mon monde s'effondrait autour de moi. Mais pendant tout ce temps, je cataloguais les détails, archivant chaque regard, chaque contact, chaque moment d'intimité entre mon mari et la femme qui avait épousé mon fils il y a seulement 2 ans. Lorsque Jessica s'est approchée de moi vers la fin de la soirée, portant la robe de ma mère comme un trophée, j'ai pensé qu'elle pourrait s'excuser, qu'elle pourrait offrir une explication pour le vol de mon bien le plus précieux. Au lieu de cela, elle a souri de ce sourire doux et innocent qui nous avait tous trompés. « J'espère que ça ne te dérange pas pour la robe, Hélène. »
Je l'ai trouvée dans ton placard, et elle m'a tout simplement appelé. Ta mère avait un goût si exquis. La cruauté désinvolte de ses propos m'a coupé le souffle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, exactement ce que cette robe signifiait, exactement à quel point cela me ferait mal de l'avoir la porter pendant qu'elle détruisait ma famille. Ce n'était pas un accident ou une erreur irréfléchie. C'était un message. J'ai regardé dans ses yeux bleus clairs qui avaient semblé si innocents lorsque Robert l'avait ramené à la maison pour la première fois, et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur me fixer en retour. Elle voulait que je sache. Elle voulait que je comprenne qu'elle pouvait prendre tout ce qui m'appartenait, même mon mari, et qu'il n'y avait absolument rien que je puisse faire. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans mon sac et que j'en ai sorti l'enveloppe. C'était un papier crème, épais, qui semblait substantiel entre mes doigts. Je la portais sur moi depuis des semaines, attendant le bon moment, bien que je n'ai jamais imaginé que ce serait ce moment, à cet endroit, avec la moitié de mes anciens collègues célébrant encore ma retraite autour de nous. Guillaume, ai-je appelé doucement, ma voix tranchant la conversation ambiante comme une lame. Il s'est retourné de l'endroit où il se tenait près de la table des rafraîchissements, probablement en train de planifier son prochain moment volé avec Jessica. Quand il a vu ce que je tenais, son visage est devenu complètement blanc. Je pense qu'il est temps que tu ouvres ceci. La pièce n'est pas tombée silencieuse d'un coup. C'était plutôt comme des dominos qui tombaient, les conversations s'arrêtant par vagues alors que les gens remarquaient la tension qui crépitait entre nous. Les mains de Guillaume tremblaient en tendant la main vers l'enveloppe. Et j'ai vu le masque confiant de Jessica glisser un bref instant, révélant la peur en dessous. Il pensait que j'étais la femme naïve et dévouée qui ne soupçonnerait jamais, ne questionnerait jamais, ne se défendrait jamais. Il pensait que 35 ans à prendre soin des autres m'avaient rendu faible, ne m'avaient appris qu'à nourrir et à pardonner. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé. Les doigts tremblants de Guillaume ont tâtonné le bord de l'enveloppe, mais je n'étais pas prête à ce qu'il l'ouvre tout de suite. Pas alors que la pièce était remplie de mes collègues, pas alors que Robert se tenait là, l'air confus et inquiet. Cette révélation nécessitait un cadre plus intime où tout le poids de leur trahison pourrait atterrir correctement. Pas ici, ai-je dit doucement, reprenant l'enveloppe de ses mains tremblantes. C'est une affaire de famille. Le trajet de retour à la maison a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Guillaume était assis, rigide, sur le siège passager, me jetant des regards comme si j'étais une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Jessica et Robert suivaient dans leur voiture, et je pouvais voir ses gestes animés dans mon rétroviseur alors qu'elle essayait probablement de convaincre mon fils que sa mère faisait une sorte de dépression nerveuse. Elle n'avait aucune idée de la minutie avec laquelle j'avais planifié ce moment. Tout avait commencé il y a 6 mois avec quelque chose d'aussi simple qu'une lessive. Je rangeais les chemises de Guillaume quand j'ai trouvé un reçu dans sa poche. Un dîner pour 2 chez Romano, notre restaurant spécial, un mardi soir où il m'avait dit qu'il travaillait tard. Le repas avait coûté 120 €, bien plus que ce que Guillaume n'aurait jamais dépensé pour un dîner d'affaires. Au début, j'ai cherché des excuses. Peut-être avait-il invité un client. Peut-être avait-il offert un bon repas à Robert. Peut-être que le reçu ne datait même pas de ce mardi. Mais quelque chose me chicotait. De la même manière que quelque chose tracasse une infirmière lorsque les symptômes ne correspondent pas tout à fait au diagnostic évident. Alors, j'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué que le téléphone de Guillaume était maintenant toujours face contre table. Comment il avait commencé à prendre une douche dès son retour du travail. Comment il avait soudainement développé un intérêt pour le fitness et acheté de nouveaux vêtements sans me le dire. J'ai observé comment les visites de Jessica devenaient plus fréquentes après que Guillaume ait pris sa retraite anticipée l'année dernière. Comment elle semblait toujours les programmer pour les moments où Robert était au travail. Mais le moment où j'ai su, vraiment su, c'était il y a 3 mois, quand je suis rentrée plus tôt de mon club de lecture. Marguerite avait annulé à la dernière minute à cause d'une migraine. Ainsi, au lieu de discuter de « là où chantent les écrevisses » autour d'un verre de vin et de fromage, je me suis retrouvée à entrer dans ma propre allée à 19h30 un jeudi soir. La voiture de Guillaume était là, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était de voir la Honda argentée de Jessica garée au coin de la rue, presque cachée derrière le grand chêne des voisins. Mon cœur battait la chamade alors que je rentrais dans la maison par le garage, me déplaçant aussi silencieusement que mes chaussures d'infirmière le permettaient. Je pouvais entendre des voix venant du salon. Basses, intimes, ponctuée d'un rire que je n'avais jamais entendu Guillaume faire avec moi. Elle est tellement inconsciente. La voix de Jessica flottait dans le couloir, douce et mélodieuse, même en délivrant du poison. Parfois, je pense qu'elle aime vraiment être l'épouse martyre, toujours à prendre soin de tout le monde pendant que son mari trouve le bonheur ailleurs. La réponse de Guillaume était étouffée, mais j'en ai saisi assez. Après la fête de retraite, nous n'aurons plus à faire semblant très longtemps. Je suis restée figée dans mon propre couloir, les écoutant planifier la destruction de ma vie sur le ton désinvolte que les gens utilisent pour discuter de leurs projets de week-end. Ils parlaient de moi comme si j'étais déjà partie, déjà effacée de l'équation de leur futur commun. Cette nuit-là,
Après que Jessica soit partie par la porte de derrière et que Guillaume ait prétendu avoir regardé la télévision seul toute la soirée, je suis restée éveillée, fixant le plafond, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas les confronter dans le feu de l'action. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni supplier. J'allais faire ce que 35 ans en tant qu'infirmière m'avaient appris à faire, rassembler des informations, analyser la situation et élaborer un plan de traitement. Le lendemain matin, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Marc Fournier, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les cas d'infidélité. Il était aimable, mais factuel, comme les médecins avec qui j'avais travaillé qui devaient annoncer des diagnostics dévastateurs avec un professionnalisme doux. « Je veux tout savoir », lui ai-je dit lors de notre première rencontre dans un café de l'autre côté de la ville. « Depuis combien de temps ça dure, ce qu'il prévoit, si mon fils est au courant. » Maintenant, en arrivant dans notre allée avec Guillaume à mes côtés et la voiture de Robert et Jessica juste derrière, je sentais le poids de cette connaissance comme une armure. Il me pensait faible, crédule, facilement jetable. Il n'avait aucune idée que j'avais passé des mois à monter un dossier contre eux avec la même précision méthodique que j'utilisais autrefois pour suivre les symptômes et les horaires de médication de mes patients. Alors que nous entrions dans le salon, Guillaume ne cessait de jeter des coups d'œil à l'enveloppe dans mes mains, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation. « Hélène, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé » a-t-il suggéré, la voix tendue par une panique à peine dissimulée. « Non » ai-je dit fermement. Robert mérite de savoir quel genre de femme il a épousé. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir un peu d'honnêteté dans cette famille? Le rire de Jessica était vif et artificiel. Vraiment, ma chère Hélène, tu es dramatique. Quoi que tu penses savoir? J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la première photographie. Guillaume et Jessica s'embrassant sur le parking de l'hôtel Mercure. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise mardi dernier, pendant que Robert était au travail et que j'étais censée être à mon rendez-vous chez le médecin. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, marquant les secondes jusqu'à ce que tout change pour toujours. La photographie a atterri sur la table basse comme une grenade dégoupillée. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le visage de Robert est passé par une série d'expressions, la confusion, la reconnaissance, le déni, puis une compréhension dévastatrice qui m'a brisé le cœur pour lui une fois de plus. « Maman !» Sa voix était faible, comme quand il avait 7 ans et qu'il avait trouvé le chat de notre voisin mort dans notre jardin. Il me regardait, moi, pas la photo, pas sa femme ou son père, mais moi, comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre faire en sorte que cela ne soit pas réel. Guillaume s'était lancé en avant, sa main cherchant à attraper la photographie. « Hélène, tu ne comprends pas? » « Non. » Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu, mais il l'a stoppé net. Je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Jamais en 30 ans de mariage. C'était la voix que je réservais aux médecins qui étaient sur le point de commettre des erreurs avec mes patients. La voix qui avait sauvé des vies parce qu'elle ne tolérait aucune discussion. Jessica a été la première à retrouver son sang-froid, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa préparation à ce moment. « Robert, chéri, ce n'est pas ce que tu crois. Ta mère fait manifestement une sorte de dépression, le stress de la retraite, peut-être un début de démence. » Ty's toy. Les mots sont venus de Robert, et ils étaient si bas, si mortellement calmes, que nous nous sommes tous tournés pour le regarder. Mon doux fils, qui n'avait jamais élevé la voix sur qui que ce soit de sa vie, regardait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ty's toy, Jessica. Il a ramassé la photographie avec des mains fermes, l'étudiant comme s'il essayait d'en mémoriser chaque détail. L'horodatage était clair. Mardi 15 octobre, 14h47. Je savais qu'il se souviendrait de cette date car c'était le jour où il avait fait un double service à l'entrepôt. Le jour où Jessica lui avait dit qu'elle passait l'après-midi avec sa sœur à Annecy. « Depuis combien de temps ?» a-t-il demandé, fixant toujours la photo. Guillaume s'est éclairci la gorge, essayant de retrouver une once de l'autorité qu'il avait autrefois dans cette maison. « Fils, c'est entre ta mère et moi. Tu n'as pas besoin de... » J'ai demandé depuis combien de temps. La voix de Robert devenait de plus en plus basse, ce qui la rendait d'une certaine manière plus terrifiante. « Depuis combien de temps couches-tu avec ma femme ?» Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. Je pouvais entendre le chien de Madame Dubois aboyer 3 maisons plus loin. Je pouvais entendre le bourdonnement de notre réfrigérateur. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. 8 mois, ai-je répondu quand il est devenu clair qu'aucun des deux ne le ferait. Au moins 8 mois que je peux prouver. Le rire de Robert était creux, brisé. Notre premier anniversaire de mariage était il y a 9 mois. Il a levé les yeux vers Jessica, qui était devenue pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Donc, tu me trompes depuis presque tout notre mariage. Robert, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a commencé Jessica, mais je l'ai interrompue en posant un autre document sur la table. Celui-ci n'était pas une photographie.
C'était un relevé bancaire montrant le virement de 25 000 € de notre compte épargne joint vers un compte au seul nom de Jessica. La date était d'il y a 6 semaines, juste après que j'ai mentionné mon envie de faire cette croisière en Méditerranée dont nous parlions depuis des années. Le visage de Guillaume est devenu gris. Comment as-tu eu ça? De la même manière que j'ai eu ceci. J'ai étalé d'autres documents comme si je distribuais des cartes dans un jeu où je détenais tous les A. Des virements bancaires totalisant 87 000 € sur 8 mois. Des relevés de cartes de crédit montrant des dîners coûteux, des chambres d'hôtel, des achats de bijoux que je n'avais jamais vus. Et enfin, le bout de papier qui a fait que Guillaume s'est affaissé sur sa chaise comme si on lui avait retiré tout l'air des poumons. L'acte de transfert de propriété de notre maison. Tu as mis notre maison à son nom, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. La maison que nous avons achetée ensemble quand Robert avait 2 ans. La maison où j'ai vécu pendant 30 ans. Tu l'as cédée à la femme de ton fils sans me le dire. Robert a fixé l'acte de transfert, ses mains tremblant maintenant. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas volé la maison de maman pour la donner à la femme avec qui tu couches. Ce n'est pas du vol, a dit faiblement Guillaume. C'est pour protéger les actifs en cas de divorce. La maison serait en sécurité. En sécurité pour qui? La voix de Robert s'est brisée. En sécurité pour la femme qui me ment depuis le jour où nous nous sommes mariés? En sécurité pour toi et ta maîtresse pendant que maman se retrouve avec rien? Jessica a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie stridente et désespérée. Vous ne comprenez pas toute la situation. Ton père et moi, nous avons une connexion. Nous nous comprenons d'une manière que... Vous vous comprenez si bien que vous avez décidé de voler ma mère? Robert était maintenant debout, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Vous vous comprenez si bien que vous vous retrouvez dans des chambres d'hôtel pendant que je fais des heures supplémentaires pour payer tes virées shopping? J'ai regardé le monde de mon fils s'effondrer en temps réel, et une partie de moi a regretté de devoir lui infliger cela. Mais il méritait la vérité. Il méritait de savoir que la femme à qui il avait promis sa vie avait calculé sa destruction depuis le tout début. Il y a plus, ai-je dit doucement, et 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi avec des expressions d'effroi. La voix de Guillaume était à peine un murmure. Place. J'ai de nouveau fouillé dans l'enveloppe, mais cette fois je n'ai rien sorti. Je l'ai juste tenue là, les laissant imaginer quels autres secrets j'aurais pu découvrir, quelles autres trahisons j'avais documentées avec le même soin méticuleux que j'utilisais autrefois pour tracer les rétablissements des patients. Le transfert de la maison peut être annulé, ai-je dit, m'adressant directement à Guillaume. Je suis au courant maintenant, ce qui signifie que je peux le contester. Transfert frauduleux d'actifs matrimoniaux sans le consentement du conjoint. Mon avocat dit que c'est une affaire gagnée d'avance. Ton avocat? La voix de Jessica était maintenant aiguë de peur. Oh, oui. J'ai une représentation légale depuis un certain temps maintenant. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir quand on ne gaspille pas son énergie dans un mariage qui est mort il y a 8 mois. Je me suis adossée à ma chaise, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Tu vois, j'ai peut-être été naïve quant au caractère de mon mari, mais je ne suis pas stupide quant à mes droits. Guillaume a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle de la situation. Hélène, nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas besoin d'avocat. Nous n'avons pas besoin de rendre les choses sordides. Sordid. J'ai ri, et j'ai été surprise de voir à quel point cela semblait authentique. Guillaume, tu m'as systématiquement volé pendant 8 mois tout en couchant avec notre belle-fille. Elle a porté la robe de ma mère à ma fête de retraite comme une sorte de trophée. Comment cela pourrait-il devenir plus sordide? C'est alors que j'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Jessica. Le masque de confusion innocente a finalement glissé complètement, révélant le calcul froid en dessous. Elle avait été prise, acculée, et maintenant elle se préparait à riposter avec les armes qui lui restaient. « Tu te crois si intelligente » a-t-elle dit, sa voix baissant à un ton presque conversationnel. « Tu penses avoir tout compris, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as vraiment affaire. » Robert s'est tourné pour regarder sa femme, et je pouvais le voir reconnaître quelque chose dans son ton qu'il avait probablement déjà entendu, mais jamais compris. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-il demandé. Le sourire de Jessica était tranchant comme un rasoir. « Ça veut dire que ta précieuse mère n'est pas la victime qu'elle prétend être. » Elle s'est tournée vers moi. « Dis-leur, Hélène. Parle-leur des pilules. » Mon sang s'est glacé. Les mots de Jessica flottaient dans l'air comme un gaz toxique, et j'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine qui venait quand j'étais acculée par quelqu'un qui pensait détenir une carte maîtresse. Mais après 35 ans de soins infirmiers, j'avais appris que les adversaires les plus dangereux étaient souvent ceux qui sous-estimaient ce que vous saviez de leurs armes. « Les pilules » a-t-elle répété, sa voix gagnant en confiance alors qu'elle observait mon visage. « That's why, Helene. » Raconte à Robert et Guillaume ton petit problème de prescription. Le visage de Robert assis plissé de confusion. Quelle pilule, maman? De quoi parle-t-elle?
Je pouvais sentir les yeux de Guillaume sur moi, se demandant probablement si sa maîtresse venait de lui offrir une sorte de salut face aux décombres de sa liaison exposée. Mais j'ai gardé une expression neutre, mes mains stables, ma voix calme. Je pense que Jessica devrait expliquer ce qu'elle veut dire, ai-je dit tranquillement, puisqu'elle semble en savoir tant à ce sujet. Le sourire de Jessica s'élargit et je pus la voir se préparer à porter ce qu'elle pensait être le coup de grâce. Ta mère vole des médicaments à l'hôpital depuis des mois. De l'oxycodone, du Percocet, du Valium. Je l'ai surprise avec une bouteille entière de pilules qu'elle avait prises à la pharmacie. Elle les gobe comme des bonbons, probablement pour les vendre aussi. L'accusation était si scandaleuse, si complètement fabriquée que pendant un instant, j'ai presque ri. Presque. Mais ensuite, j'ai vu le visage de Robert, j'ai vu la graine du doute que les mots de Jessica avaient planté. Et j'ai réalisé que ce n'était pas du désespoir aléatoire. C'était une attaque planifiée, quelque chose qu'elle gardait en réserve pour ce moment précis. C'est une accusation grave, a dit Guillaume lentement. Et je pouvais entendre l'espoir dans sa voix. Si j'étais une toxicomane, si j'étais une voleuse, alors peut-être n'était-il pas le monstre de cette histoire. Peut-être étais-je aussi mauvaise que lui. C'est aussi complètement faux, ai-je dit, sortant mon téléphone de mon sac. Mais il est intéressant que tu sois au courant, Jessica, puisque cela n'est jamais arrivé. Sa confiance vacilla un bref instant, mais elle insista. J'ai des photos. J'ai tout documenté parce que je m'inquiétais pour toi. Parce que je pensais que Robert devait savoir que sa mère était. Montre-les-moi. La simple demande la laissa sans voix. Quoi? Montre-moi les photos. Montre-moi ces preuves que tu es censé avoir de moi volant des médicaments. J'ai levé mon téléphone. Parce que j'ai aussi des photos. Voudrais-tu les voir? J'ai fait glisser l'écran vers la première image. Jessica à la pharmacie du centre, parlant à un jeune homme derrière le comptoir. L'horodatage indiquait que cela datait d'il y a 2 mois, pendant l'une de ses supposées virées shopping avec des amis. C'est Thomas Petit, ai-je dit d'un ton conversationnel. C'est un préparateur en pharmacie. Il vend aussi illégalement des médicaments sur ordonnance depuis 1 an. Je le sais parce que je l'ai signalé à l'OFAST il y a 3 semaines. La couleur a quitté le visage de Jessica si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Tu vois, l'avantage d'être infirmière depuis 35 ans, c'est que tu développes un réseau. D'autres infirmières, des médecins, des pharmaciens, des enquêteurs médicaux. Nous nous parlons. Nous partageons des informations sur des activités suspectes, sur des gens qui pourraient abuser du système. J'ai glissé vers la photo suivante montrant Jessica échangeant de l'argent contre une petite bouteille. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur mes habitudes de prescription, j'ai tendance à en entendre parler. Robert regardait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Jessica, de quoi diable parle-t-elle? Thomas Petit a été très coopératif avec l'enquête de l'OFAST, ai-je poursuivi, ma voix toujours calme, toujours professionnelle. Il a fourni une liste complète de ses ventes illégales de l'année écoulée. Le nom de Jessica Y. Apparaît 18 fois, pour l'achat d'oxycodone et de Percocet sans ordonnance valide. Valeur marchande totale d'environ 4 000 €. Guillaume avait l'air d'avoir la nausée. C'est un crime fédéral. Oui, en effet. Mais voici la partie vraiment intéressante. J'ai glissé vers une autre photo. Celle-ci montrant Jessica rencontrant un autre homme sur un parking. Jessica n'achetait pas seulement des pilules pour sa consommation personnelle. Elle les revendait. Marc, mon détective privé, l'a suivie lors de plusieurs transactions. Elle dealait de la drogue pour payer ses dîners coûteux et ses chambres d'hôtel avec mon mari. Le silence dans la pièce était absolu. Robert s'était effondré sur une chaise, la tête entre les mains. Guillaume regardait Jessica comme si elle était une étrangère, ce qu'elle était à bien des égards. Ce n'est pas? A commencé Jessica, mais sa voix est sortie comme un murmure. Ce n'est pas quoi, ma chérie? Ai-je demandé, et le terme affectueux est sorti comme de l'acide. Pas vrai? Pas ce que tu avais prévu? Pas comment tu t'attendais à ce que cette soirée se termine? Je me suis levée, me dirigeant vers la fenêtre, et j'ai regardé le quartier que j'avais appelé mon chez-moi pendant 30 ans. Le quartier que Guillaume avait essayé de me voler. Tu vois, quand j'ai engagé Marc pour enquêter sur la liaison, je lui ai dit de tout découvrir. Pas seulement sur l'adultère, mais sur qui tu es vraiment, Jessica. Quel genre de personne séduit son beau-père et détruit systématiquement une famille? Le trafic de drogue a en fait été une surprise, ai-je poursuivi, me retournant pour leur faire face. Je pensais que tu n'étais qu'une simple croqueuse de diamants. Je n'avais aucune idée que tu étais si entreprenante. Robert a finalement levé les yeux, son visage ravagé. C'est pour ça que tu m'as épousée? Pour te rapprocher de papa? Pour avoir accès à l'argent de maman? Le masque de Jessica avait complètement disparu, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. Ton père est un homme faible et pathétique qui était désespéré d'attirer l'attention d'une femme plus jeune. Et ta mère est une sotte naïve qui faisait confiance à tout le monde autour d'elle. Vous êtes tous si faciles à manipuler. C'est presque ennuyeux.
La cruauté désinvolte dans sa voix était à couper le souffle. Elle ne faisait même plus semblant. N'essayait même plus de sauver la situation. Elle nous laissait simplement voir qui elle était vraiment sous tous les sourires doux et l'acte de l'épouse dévouée. Mais tu as fait une erreur, ai-je dit, sortant le dernier document de mon enveloppe. Tu as supposé que je ne me défendrais jamais. Tu as supposé que 35 ans à prendre soin des autres m'avaient rendu faible. Le document était une ordonnance restrictive signée par un juge ce matin-là. Effective immédiatement. Il t'est interdit de t'approcher à moins de 150 mètres de moi, de ma maison ou de mon lieu de travail. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Jessica a arraché le papier de mes mains, le parcourant des yeux fous. Tu ne peux pas faire ça. Je vis ici. Robert et moi. Robert peut faire ses propres choix concernant son mariage, ai-je dit. Mais tu ne feras pas ses choix dans ma maison. Parce que oui, c'est toujours ma maison. L'acte de transfert de propriété frauduleux a été annulé cet après-midi. Mon avocat a déposé une requête d'urgence basée sur les preuves de tes activités criminelles et de complot en vue de commettre une fraude. Guillaume a finalement retrouvé sa voix. Helene SILT plate. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons. Non, Guillaume. Nous ne pouvons pas. J'ai regardé l'homme que j'avais passé 30 ans à aimer, l'homme à qui j'avais confié mon avenir, ma sécurité, mon cœur. Parce que ce n'est pas une question de passion, de crise de la quarantaine ou de s'éloigner l'un de l'autre. C'est une question de ton choix de me détruire systématiquement pour une femme qui deale de la drogue et épouse des gens pour de l'argent. J'ai rassemblé les photographies et les documents, les glissant de nouveau dans l'enveloppe avec des mains fermes. Je vais rester chez ma sœur ce soir. Guillaume, tu as 24 heures pour déménager tes affaires de ma maison. Après cela, tu seras considéré comme un intrus. Où vais-je aller? A-t-il demandé. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il ressemblait à l'homme que j'avais autrefois aimé. Perdu, confus, effrayé. Je m'en fiche complètement, ai-je dit, et je le pensais. Peut-être que Jessica pourra partager sa cellule de prison avec toi. Je suis sûre que vous trouverez bien une solution. Alors que je me dirigeais vers la porte, Jessica m'a interpellée, sa voix aiguë de désespoir. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu crois que détruire ta propre famille te rend forte? Je me suis retournée une dernière fois, regardant cette femme qui avait essayé de me voler ma vie, qui avait pensé que j'étais trop faible et trop confiante pour me battre. Je n'ai pas détruit cette famille, Jessica. C'est toi qui l'as fait. J'ai sauvé ce qu'il en restait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans la chambre d'amis de ma sœur Catherine, à regarder son jardin tandis que mon téléphone vibrait de messages de plus en plus désespérés de Guillaume. Vers 3 heures du matin, ils étaient passés des excuses aux menaces, puis à des plaidoyers pathétiques pour le pardon. J'ai supprimé chacun d'entre eux sans lire au-delà de la première ligne. À l'aube, j'ai préparé du café et j'ai appelé Marc. C'est fait, lui ai-je dit quand il a répondu à la deuxième sonnerie. Ils sont au courant de la liaison. Les transferts d'argent, le trafic de drogue de Jessica. Guillaume déménage aujourd'hui. Comment l'ont-ils pris? Sa voix était douce, professionnelle. Au cours des derniers mois, il était devenu plus qu'un simple enquêteur. Il était devenu un ami, quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de voir son monde systématiquement démantelé par des personnes en qui l'on avait confiance. À peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Mais Marc, il y a autre chose. Quelque chose que je ne leur ai pas dit hier soir parce que je voulais d'abord le digérer. Il y eut une pause. Le test de grossesse. Tu savais? Je m'en doutais. Jessica a consulté un obstétricien à Écully, le docteur Sarah Chen. J'ai les registres de rendez-vous remontant à 3 mois. Mes mains se sont crispées autour de la tasse de café. 3 mois. De combien de temps est-elle enceinte? D'après la fréquence des rendez-vous et certains dossiers médicaux auxquels j'ai pu accéder, environ 4 mois. 4 mois, cela signifiait une conception en juin. En juin, lorsque Guillaume et moi étions allés en thérapie de couple, lorsqu'il m'avait tenu la main et promis que nous pourrions surmonter nos problèmes, lorsqu'il m'avait fait l'amour en murmurant que nous trouverions un moyen de nous reconnecter à la retraite. Il avait mis la femme de son fils enceinte tout en me mentant effrontément sur le sauvetage de notre mariage. Il y a plus, a continué Marc, et j'entendais des papiers bruire en arrière-plan. Les dossiers hospitaliers montrent que ce n'est pas la première grossesse de Jessica. Elle a eu un avortement il y a 2 ans, environ 6 mois avant d'épouser Robert. La chronologie m'a frappé comme un coup de poing. Guillaume, ai-je murmuré, le mot à peine audible. Les dossiers médicaux ne précisent pas la paternité, mais le calendrier suggère que c'est possible. Si c'est vrai, alors la relation de Guillaume et Jessica est antérieure à son mariage avec votre fils d'au moins 6 mois. J'ai posé ma tasse de café avant que mes mains tremblantes ne la laissent tomber. Ce n'était pas une liaison qui s'était développée avec le temps. C'était un plan calculé à long terme. Jessica était tombée enceinte de Guillaume, avait interrompu la grossesse, puis avait épousé Robert pour servir de couverture tout en poursuivant sa relation avec son père. J'ai besoin de ces dossiers médicaux,
ai-je dit. Ils sont déjà en route vers votre avocat, Hélène. Je dois vous demander, qu'allez-vous faire de cette information? J'ai regardé le jardin de Catherine, les roses qu'elle entretenait depuis 20 ans, la vie qu'elle avait construite avec patience, soin et un travail honnête. Je vais finir ce que j'ai commencé? La première chose dont j'avais besoin était une image plus claire de qui était vraiment Jessica Smith. Non pas la jeune femme douce et un peu naïve qui s'était frayé un chemin dans notre famille par son charme, mais la vraie Jessica, celle qui avait été assez calculatrice pour séduire à la fois un père et son fils. Mark avait déjà effectué des recherches préliminaires, mais maintenant, je voulais qu'il creuse plus profondément. D'où venait-elle? Qui étaient ses parents? Comment était sa vie avant de rencontrer Robert? Avant de rencontrer Guillaume? Il me faudra quelques jours, a dit Mark quand je lui ai exposé ma demande. Son nom de jeune fille est Dubois, mais elle a beaucoup déménagé. Region Lyonnaise, La Côte d'Azur, Paris. Elle ne semble avoir entretenu aucune relation à long terme. Pas de médias sociaux datant de plus de 3 ans. C'est un signal d'alarme en soi, ai-je dit. La plupart des femmes de son âge ont des empreintes numériques qui remontent au lycée. Exactement. C'est comme si elle avait délibérément effacé son passé. Pendant que Marc usait de sa magie d'enquêteur, j'ai contacté Nancy Leclerc, le seul nom qui était apparu dans ses recherches initiales. Une ancienne colocataire de Lyon qui avait déménagé à Marseille il y a 2 ans. Il a fallu un peu de persuasion et une promesse de confidentialité, mais Nancy a finalement accepté un appel téléphonique. Sa voix était hésitante, presque craintive lorsqu'elle a répondu. « Je ne parle généralement pas de Jessica », a-t-elle dit après que je me sois présentée. « Ça ne se termine jamais bien. » « Je peux l'imaginer, ai-je répondu, en gardant ma voix neutre. Mais je ne cherche pas à causer des ennuis. J'essaie de comprendre qui elle est vraiment. Le rire de Nancy était amer. Bonne chance avec ça. Jessica est celle qu'elle a besoin d'être pour obtenir ce qu'elle veut. Au cours de l'heure suivante, Nancy a brossé le portrait d'une jeune femme qui maîtrisait l'art de la réinvention. Jessica Dubois avait grandi dans une famille de classe moyenne à Grenoble, mais le divorce acrimonieux de ses parents quand elle avait 12 ans avait laissé de profondes cicatrices. Sa mère s'était tournée vers l'alcool, son père vers une série de petites amies de plus en plus jeunes. Elle m'a dit une fois qu'elle avait appris tout ce qu'elle devait savoir sur les hommes en regardant son père, a dit Nancy. Ils cherchent tous le prochain frisson, la prochaine jeunette pour se sentir puissants. Selon Nancy, Jessica avait développé un schéma dès le début de la vingtaine. Elle ciblait des hommes plus âgés, établis, généralement mariés, toujours riches, les charmait, couchait avec eux et en extrayait le plus possible avant de passer à autre chose. Elle sortait avec ce banquier d'affaires quand nous étions colocataires. Le type avait au moins 50 ans, marié depuis 20 ans. Il lui achetait des bijoux, payait notre loyer. Il l'a même convaincu de mettre de l'argent sur un compte d'épargne pour ses études. Qu'est-il arrivé? Ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Il voulait quitter sa femme, installer Jessica dans un appartement qu'il avait acheté. Ça ne faisait pas partie de son plan. Elle a disparu un week-end, a vidé ses affaires, lui a laissé une note disant qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Le pauvre gars s'est présenté à notre appartement en pleurant, tenant ce bracelet en diamant qu'il lui avait acheté. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire qu'elle avait déjà vendu les 3 premiers qu'il lui avait offerts. Mon estomac s'est noué. A-t-elle déjà parlé de vouloir des enfants, de fonder une famille? L'hésitation de Nancy était une réponse suffisante. Pas de la manière que vous imaginez. Elle parlait des enfants comme d'un levier. Elle disait qu'un bébé était la police d'assurance ultime. Après avoir raccroché avec Nancy, je suis restée assise dans la cuisine de Catherine, me sentant nauséeuse. Cette femme, ce prédateur, avait jeté son dévolu sur ma famille. Avait-elle ciblé Guillaume en premier, ou avait-elle rencontré Robert et l'avait-elle vu comme un moyen d'accéder à l'argent de son père? Quoi qu'il en soit, le calcul était glacial. Elle avait épousé mon fils tout en prévoyant d'avoir l'enfant de mon mari. Tout cela dans le cadre d'un stratagème financier tordu. Mon téléphone a sonné, interrompant mes sombres pensées. C'était Marc? J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit sans préambule. Jessica Dubois a déjà été mariée. 2 fois. J'ai serré le téléphone plus fort. Quoi? Le premier mari était Richard Connors, un promoteur immobilier prospère à Nice, 48 ans quand ils se sont mariés. Elle en avait 22. Le mariage a duré 16 mois. Il s'est terminé quand il l'a surprise en train d'avoir une liaison avec son associé. Et le second? Thomas Edwards, gestionnaire d'investissement de Monaco. Ils se sont mariés quand elle avait 25 ans. Il en avait 53. Elle a demandé le divorce après 14 mois, invoquant des violences psychologiques. Le timing est intéressant. Elle a déposé la demande 2 semaines après qu'il ait mis à jour son testament pour l'inclure comme bénéficiaire. Elle est partie avec un joli arrangement financier et un appartement sur le port. Donc, mon fils était le mari numéro 3, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant. Et chaque mariage suit le même schéma. Des hommes plus âgés, riches, un engagement à court terme,
un gain financier maximal. Il y a encore une chose, a dit Mark, et je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. J'ai réussi à accéder au dossier de pharmacie de Jessica. Elle a fait remplir des ordonnances pour des médicaments antipsychotiques par intermittence au cours de la dernière décennie. Du Risperdal, spécifiquement. C'est utilisé pour traiter la schizophrénie, le trouble bipolaire et les troubles de la personnalité sévère. Est-ce qu'elle le prend actuellement? Le dernier renouvellement date d'il y a 8 mois. Elle n'a pas récupéré d'ordonnance depuis 8 mois. À peu près au moment où la liaison de Guillaume et Jessica avait sérieusement commencé. À peu près au moment où elle avait commencé à vendre de la drogue, à peu près au moment où elle était tombée enceinte. Nous devons être prudents, ai-je dit, une nouvelle inquiétude s'installant dans ma poitrine. Si elle ne prend pas ses médicaments et qu'elle est impliquée dans des activités criminelles, elle pourrait être dangereuse. J'ai déjà renforcé la surveillance de votre maison et j'ai passé un appel à un ami à la police judiciaire de Lyon, juste par précaution. Merci, Mark, pour tout. Helen, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant. Vous savez que ce n'est plus seulement un travail pour moi, n'est-ce pas? Je le savais. Au cours des derniers mois, notre relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus personnel. Rien d'inapproprié. Nous étions tous les deux trop éthiques pour cela. Mais il y avait une connexion là, un respect et une compréhension mutuelle qui semblaient pouvoir se transformer en quelque chose de plus le moment venu. Je sais, ai-je dit simplement. Et cela signifie plus que je ne peux le dire. Pour l'instant. Plus tard cet après-midi-là, je suis retournée à la maison que j'avais partagée avec Guillaume pendant 3 décennies. Je devais récupérer d'autres affaires, et je voulais voir s'il avait réellement déménagé comme je le lui avais ordonné. Sa voiture n'était plus dans l'allée, mais la Honda de Jessica y était garée comme si elle y avait encore sa place. L'ordonnance restrictive stipulait qu'elle ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi, mais apparemment, elle testait les limites. J'ai appelé la police avant de sortir de ma voiture. L'agent Dubois est arrivé en moins de 10 minutes. Une jeune femme aux yeux doux et à l'attitude pragmatique. Madame, voulez-vous porter plainte? A-t-elle demandé après que je lui ai expliqué la situation et montré l'ordonnance restrictive. Je veux qu'elle soit arrêtée, ai-je dit simplement. L'ordonnance restrictive est claire. Jessica est sortie de la maison alors que l'agent s'approchait, son ventre se montrant juste assez pour rendre sa grossesse évidente. Elle avait probablement espéré que cette vue me rendrait émotive, me ferait reconsidérer la destruction de la mère de mon petit enfant. Elle s'était encore trompée dans ses calculs. C'est du harcèlement, a crié Jessica alors que l'agent Dubois sortait ses menottes. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas arrêter une femme enceinte pour avoir rendu visite à sa belle-mère. En fait, si, je peux vous arrêter pour violation d'une ordonnance restrictive, a répondu calmement l'agent Dubois. Votre grossesse ne vous exempte pas des conséquences légales. Alors qu'on emmenait Jessica vers la voiture de patrouille, elle s'est retournée vers moi avec une dernière tentative désespérée de manipulation. Ce bébé est votre petit enfant, Hélène. L'enfant de Guillaume. Allez-vous vraiment laisser votre propre petit enfant grandir sans famille? J'ai regardé cette femme qui avait passé des mois à détruire ma vie, qui avait volé mon mari, mon argent, ma sécurité, et qui voulait maintenant utiliser un enfant à naître comme une arme contre moi. Cet enfant aura toute la famille dont il a besoin, ai-je dit doucement. Simplement pas vous. Après que Jessica ait été emmenée dans la voiture de police, je suis entrée dans ma maison, m'attendant à moitié à y trouver encore Guillaume, défiant mes ordres de partir. Mais l'endroit était vide, bien que des signes d'un emballage hâtif fussent partout. Des tiroirs laissés ouverts. Des cintres éparpillés sur le sol du placard. L'armoire à pharmacie de la salle de bain principale vidée. Je me suis déplacée dans les pièces comme un fantôme, touchant des meubles qui avaient fait partie de ma vie pendant des décennies. La table de la salle à manger où nous avions célébré 30 Noëls. Le canapé où j'avais soigné Robert pendant sa varicelle. Le lit où j'avais donné mon corps et mon cœur à un homme qui avait tout jeté pour une femme plus jeune avec un talent pour la manipulation. Dans le bureau de Guillaume, j'ai trouvé son ordinateur encore sur le bureau. Soit il l'avait oublié dans sa précipitation, soit il avait supposé que je ne saurais pas comment y accéder. Il avait tort. Après 30 ans de mariage, je connaissais la plupart de ses mots de passe, des variations du nom de jeune fille de sa mère et de l'anniversaire de Robert. Je me suis assise à son bureau et je me suis connectée. Pas tout à fait sûre de ce que je cherchais, mais sachant que j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de sa trahison. La piste financière que Mark avait découverte n'était que le début. Je devais voir par moi-même jusqu'où allait ce complot. Sa boîte de réception email a été le premier endroit que j'ai regardé, en triant par l'adresse de Jessica. J'ai trouvé des centaines de messages remontant à près de 3 ans, bien avant qu'elle ne rencontre Robert, confirmant mes pires soupçons. Ils avaient comploté cela depuis le début. Robert n'était pas la cible de Jessica. Il était sa couverture. J'ai téléchargé les emails sur une clé USB, les mains tremblantes d'un mélange de rage et de justification. Ensuite,
Je suis passé à ces dossiers financiers, trouvant des preuves de comptes dont je ne connaissais pas l'existence. Des comptes à l'étranger, des portefeuilles d'investissement, un coffre-fort dans une banque de l'autre côté de la ville. Guillaume cachait de l'argent depuis des années, semblait-il. Pas seulement depuis le début de sa liaison avec Jessica, mais bien avant. De petites sommes siphonnées de nos comptes joints, des primes de travail jamais mentionnées, de l'argent hérité de ses parents qui aurait dû aller à notre retraite. Je prenais des photos de l'écran avec mon téléphone quand il a sonné. C'était Maître Leclerc, mon avocate. Hélène, j'ai examiné les documents de Marc. Nous devons agir rapidement. Le transfert de la maison peut être annulé, mais il y a d'autres actifs que nous devons protéger. Je suis devant l'ordinateur de Guillaume en ce moment même, ai-je dit. Il y a plus, Maître Leclerc. Tellement plus que ce que nous pensions. Ne touchez plus à rien, a-t-elle dit fermement. Nous devons faire cela dans les règles. J'envoie un expert comptable judiciaire. Il fera des copies de tout sans compromettre les preuves. Des preuves de quoi? Potentiellement de fraude financière criminelle. D'après ce que je vois, Guillaume n'a pas seulement transféré des actifs à Jessica. Il s'est engagé dans une tromperie financière systématique qui pourrait constituer une fraude fiscale, une escroquerie et une usurpation d'identité. Ma tête tournait. Usurpation d'identité? L'identité de qui? La vôtre, Hélène. Il y a des cartes de crédit, des prêts, même un prêt immobilier en Suisse contracté à votre nom. Les signatures sont des faux. Je me suis rassise dans le fauteuil de Guillaume, la réalité de sa trahison dépassant tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste une liaison ou une crise de la quarantaine. C'était une exploitation calculée et criminelle de 30 ans de mariage. Que faisons-nous? Ai-je demandé, ma formation d'infirmière prenant le dessus. Évaluer la situation. Élaborer un plan. Mettre en œuvre le traitement. D'abord, nous sécurisons toutes les preuves. Ensuite, nous demandons un gel d'urgence de tous les actifs communs. Après cela, nous faisons intervenir les forces de l'ordre pour les aspects criminels et l'implication de Jessica. D'après le calendrier des transferts et son schéma précédent avec d'autres maris, je dirais qu'elle n'est pas seulement une bénéficiaire. Elle est une co-conspiratrice. Les accusations de drogue ne sont que le début de ses problèmes juridiques. 2 heures plus tard, David Chen, l'expert comptable judiciaire que Maître Leclerc avait envoyé, documentait soigneusement tout ce qui se trouvait sur l'ordinateur de Guillaume pendant que j'étais assise dans le salon, essayant de digérer l'ampleur de la tromperie. Madame Martin, David est apparu dans l'encadrement de la porte, son expression grave. Je pense que vous devriez voir ceci. Il m'a ramené au bureau et a pointé l'écran. Il montrait une série de mails entre Guillaume et un agent immobilier de Lyon. Il cherchait des maisons, a expliqué David. Des maisons chères. Celle-ci a été achetée il y a 3 semaines par le biais d'une SARL enregistrée au nom de jeune fille de Jessica. La photo montrait une vaste maison de style contemporain avec piscine et vue sur les Monts d'Or. Le prix, 1,2 million d'euros. D'où venait l'argent, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Principalement de vos comptes de retraite. Guillaume en a liquidé la plupart au cours des 6 derniers mois. Il y avait des pénalités pour retrait anticipé, mais il semblait prêt à les payer. Ma retraite. L'argent que j'avais économisé pendant 35 ans en tant qu'infirmière. La sécurité que j'avais bâtie en travaillant. Les nuits, les week-ends et les jours fériés. Disparu. Transféré sur un compte que je ne pouvais pas toucher pour acheter une maison que je ne verrais jamais. Pouvons-nous le récupérer? David a hésité. Une partie, peut-être. Le problème est qu'il avait l'autorité légale pour effectuer ses retraits. Vous devriez prouver qu'il l'a fait sous de faux prétextes ou à votre insu. Ce que je peux faire, ai-je dit, ma résolution se durcissant. Je n'ai jamais approuvé ces retraits. Je n'en ai même jamais eu connaissance. Il y a autre chose, a dit David, cliquant sur un autre écran. Ce sont des polices d'assurance vie. 3 d'entre elles, toutes souscrites l'année dernière. Toutes désignant Jessica comme unique bénéficiaire. Mon sang s'est glacé en lisant les détails. 3 polices sur ma vie, totalisant 5 millions d'euros de prestations. Des polices que Guillaume avait souscrites à mon insu, en utilisant des signatures contrefaites et des informations médicales auxquelles il avait accès en tant que mon mari. Ce n'est pas seulement de la fraude, ai-je murmuré. C'est une préparation. David a hoché la tête d'un air sombre. D'après mon expérience, quand quelqu'un souscrit plusieurs polices d'assurance vie de grande valeur sur un conjoint tout en détournant simultanément des actifs et en ayant une liaison. Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Guillaume et Jessica n'avaient pas seulement prévu de me laisser financièrement dévastée. Ils avaient envisagé une solution plus permanente au problème de mon existence. J'ai immédiatement appelé Marc. J'ai besoin que tu me rejoignes à la maison, ai-je dit sans préambule. Et apporte tout l'équipement que tu utilises pour détecter les dispositifs de surveillance. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé, instantanément alerte. Guillaume a souscrit des polices d'assurance vie sur moi. Plusieurs polices,
tout au profit de Jessica. J'ai besoin de savoir s'ils m'ont surveillé, s'ils préparaient quelque chose de pire. Mark est arrivé 20 minutes plus tard avec un sac de sport rempli d'équipements. Pendant que David poursuivait son enquête financière, Mark a méthodiquement parcouru chaque pièce, vérifiant la présence de caméras, de microphones ou de dispositifs de repérage. Il en a trouvé 3. Une petite caméra cachée dans un détecteur de fumée dans la chambre. Un dispositif d'écoute scotché sous la table de la cuisine. Un traceur GPS fixé magnétiquement sous ma voiture. Il vous surveillait, a dit Mark, plaçant les dispositifs dans des sacs de preuves. Écoutant vos conversations, suivant vos déplacements. Depuis quand? Il a examiné les appareils de plus près. D'après la durée de vie de la batterie de ces modèles, je dirais pas plus de 2 mois. C'est une escalade récente. 2 mois. À peu près au moment où je l'avais engagé pour enquêter sur la liaison. Avait-il découvert quelque chose? M'avait-il surveillé pendant que je les surveillais? Nous devons contacter la police, a dit David, nous rejoignant dans le salon. Cela dépasse la fraude civile. C'est un complot criminel et peut-être une tentative de meurtre, a ajouté Mark d'un air sombre. J'ai pensé à Guillaume, l'homme à qui j'avais fait confiance toute ma vie pendant 30 ans, installant des dispositifs pour m'espionner, souscrivant des polices d'assurance vie à mon insu, volant systématiquement ma sécurité financière. J'ai pensé à Jessica, enceinte de ce qui pourrait être son enfant, dealant de la drogue, manipulant mon fils, portant la robe de ma mère comme un trophée. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était quelque chose de plus sombre, de plus calculateur, de plus sinistre que je ne l'avais imaginé. Passez les appels, ai-je dit, une froide résolution s'installant dans ma poitrine. Tous. La police, la gendarmerie à l'office. Quiconque s'occupe de la criminalité financière. Je veux que toutes les agences possibles se penchent sur ce qu'ils ont fait. Pendant que David et Mark passaient leurs appels, je me suis assise sur le canapé, fixant la photo de mariage toujours accrochée au mur. Guillaume et moi, 30 ans plus jeunes, nous souriant dans les yeux avec tant d'espoir et d'amour. Qu'était-il arrivé à cet homme? Avait-il toujours été capable de ce niveau de tromperie? Ou Jessica avait-elle d'une manière ou d'une autre fait ressortir le pire en lui? Quoi qu'il en soit, le Guillaume que j'avais aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui avait été prêt à me détruire pour de l'argent et l'attention d'une femme plus jeune. Mon téléphone a sonné, interrompant mes sombres pensées. C'était Robert. Maman. Sa voix semblait rauque, épuisée. Pouvons-nous parler? Il y a des choses que je dois te dire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant en périphérie de la ville, le genre d'endroit où le café est fort et où les serveuses en ont assez vu de la vie pour ne pas poser de questions sur la raison pour laquelle une femme et son fils avaient tous les deux l'air d'avoir traversé une guerre. Elle est enceinte, a dit Robert sans préambule, fixant son café comme s'il pouvait contenir des réponses. 4 mois. Elle me l'a dit hier soir après ton départ. J'ai tendu la main sur la table et j'ai couvert la sienne de la mienne. Je sais, mon chéri. Il a levé les yeux, surpris. Tu sais? J'ai engagé un enquêteur, tu te souviens? Il est très minutieux. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour ce que je devais lui dire. Robert, il y a autre chose. Quelque chose à propos de la chronologie de la relation de Jessica avec ton père. J'ai regardé le visage de mon fils pendant que j'expliquais la grossesse précédente, les dossiers médicaux, la possibilité que la liaison de Guillaume et Jessica durait depuis plus de 2 ans. À chaque révélation, quelque chose en lui semblait se briser un peu plus. Alors elle ne m'a jamais aimé, a-t-il dit finalement. Même pas au début. J'étais juste une couverture, un moyen de se rapprocher de papa. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur, ai-je dit honnêtement. Mais je connais les faits, et les faits suggèrent que ce n'était jamais une question d'amour. Robert a ri amèrement. Tu sais ce qui est drôle? J'ai vraiment pensé à avoir des enfants avec elle. J'en ai parlé il y a quelques mois. J'ai dit que nous devrions peut-être commencer à essayer. Et elle s'est mise tellement en colère. Elle a dit que nous n'étions pas prêts. Que nous devions d'abord nous établir. Maintenant, je sais qu'elle portait déjà le bébé de papa. La douleur dans sa voix était presque insupportable. C'était mon enfant, mon fils doux et confiant qui n'avait jamais fait de mal à personne de sa vie. Et ces gens l'avaient utilisé comme un pion dans leur jeu tordu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, tu décides du genre de vie que tu veux avoir, ai-je dit. Indépendamment de leur choix. Tu as 28 ans, Robert. Tu as le temps de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Et papa? J'ai pensé à Guillaume. À 30 ans de mariage, à l'homme que je pensais connaître et à l'étranger qui me volait depuis des mois. Ton père a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Robert a hoché lentement la tête, puis a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit carnet. J'ai trouvé ça dans les affaires de Jessica quand je faisais ses cartons hier soir. Je pense que tu devrais le voir. Le carnet était petit, relié en cuir, avec les initiales de Jessica gravées sur la couverture.
Je l'ai ouvert avec précaution, ne sachant pas à quoi m'attendre. À l'intérieur, il y avait des listes. Des listes des comptes et des mots de passe de Guillaume. Des listes de mes routines quotidiennes. Des listes de médicaments qui, combinés à de l'alcool, pouvaient provoquer une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Des listes de mes conditions médicales qui pourraient faire paraître une telle mort naturelle. Et le plus glaçant, une chronologie, un plan menant à ce qu'elle avait étiqueté « Jour H », dans 6 semaines, lorsque je devais me rendre au chalet au bord du lac de Catherine pour une retraite de week-end. L'entrée disait simplement « Accident au lac ». G. Identifier Lacour. Mes mains tremblaient en tournant les pages, lisant entrée après entrée, détaillant comment Jessica s'était systématiquement immiscée dans nos vies, comment elle avait identifié Guillaume comme une cible bien avant de rencontrer Robert. Comment elle avait utilisé mon fils comme un moyen d'accéder à mon mari et aux actifs de notre famille. Il y a plus, a dit Robert, sa voix tendue par une émotion contenue. Continue de lire. Je suis allée aux dernières pages et j'ai trouvé des entrées sur Robert lui-même. Des évaluations cliniques et détachées de son utilité, de sa naïveté, de sa dévotion irritante envers moi. Des plans pour l'éloigner progressivement de moi, pour le monter contre moi en utilisant des histoires fabriquées sur l'abus de médicaments sur ordonnance. Et enfin, après le jour H, des plans pour le propre « accident » de Robert, un accident de randonnée qui laisserait Jessica en veuve éplorée et mère, avec Guillaume comme beau-père de soutien, tous deux héritants de tout. Ils avaient prévu de nous tuer tous les deux. J'ai fermé le carnet. Ma formation d'infirmière était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Évaluer, planifier, mettre en œuvre. Ne pas laisser l'émotion submerger la raison. Nous devons apporter ça à la police, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Maintenant. Robert a hoché la tête, son visage pâle mais déterminé. J'ai fait des copies. Je n'étais pas sûr que tu me croirais. Oh, Robert. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Je te croirai toujours. Toujours. 2 heures plus tard, nous étions assis dans le bureau du détective Sarah Dubois à la police judiciaire de Lyon, le carnet dans un sac de preuves sur son bureau, nos dépositions enregistrées et signées. C'est très détaillé, a dit le détective Dubois en levant les yeux du carnet. Un complot prémédité et documenté pour commettre de multiples crimes, y compris le meurtre. Est-ce que ce sera suffisant pour les retenir? Ai-je demandé. Jessica a déjà été libérée sous caution pour la violation de l'ordonnance restrictive. Plus maintenant. Le détective Dubois a tapé sur son écran d'ordinateur. Avec ces preuves, nous avons déjà révoqué sa caution et émis un mandat d'arrêt. Des agents sont en train de l'interpeller au moment où nous parlons. Et mon père, a demandé Robert, sa voix faible. L'expression du détective Dubois s'est légèrement adoucie. Nous l'amenons pour interrogatoire. Son niveau d'implication dans le complot de meurtre n'est pas clair d'après le carnet, mais les crimes financiers seuls sont suffisants pour une arrestation. En quittant le commissariat, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de chagrin. Soulagement que Jessica et Guillaume allaient faire face à la justice pour ce qu'ils avaient prévu. Chagrin pour la famille qui avait été détruite, pour les 30 ans de mariage qui s'étaient terminés non pas par un respect mutuel et de bons souvenirs, mais par la trahison et des accusations criminelles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Robert alors que nous nous tenions sur le parking, le soleil lyonnais nous frappant de son intensité indifférente. Nous reconstruisons, ai-je dit simplement. Un jour à la fois. Ce soir-là, alors que les informations rapportaient les arrestations de Guillaume Martin et Jessica Dubois-Martin pour de multiples chefs d'accusation, dont complot en vue de commettre un meurtre, fraude et trafic de drogue, j'étais assise dans le jardin de Catherine, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Marc a appelé pour prendre de mes nouvelles, sa voix chaleureuse et inquiète. Ils sont tous les deux en garde à vue, a-t-il confirmé. Pas de caution pour aucun des deux, étant donné la gravité des charges. Merci, ai-je dit, pour tout. Si tu n'avais pas été si minutieux dans ton enquête. Ne pense pas à ça, a-t-il dit fermement. Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. En raccrochant, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais en sécurité. Le danger immédiat était passé, mais le chemin à parcourir, les procédures judiciaires, le divorce, la guérison émotionnelle d'une trahison si profonde ne faisait que commencer. J'ai regardé les roses de Catherine, qui fleurissaient malgré la chaleur, résilientes et magnifiques. Je serai comme ces roses, ai-je décidé. Je survivrai à cela. J. refleurize. Et Guillaume et Jessica découvriraient ce que j'avais toujours su, que 35 ans en tant qu'infirmière ne m'avaient pas rendue faible. Ils m'avaient rendue forte. Assez forte pour me battre pour ma vie, ma dignité et mon avenir. Peu importe qui essayait de me les prendre. Les semaines qui ont suivi les arrestations de Guillaume et Jessica se sont écoulées dans un tourbillon de réunions juridiques, d'interrogatoires de police et de nuits blanches. J'ai réemménagé dans ma maison, réclamant l'espace qui m'avait presque été volé.
Mais les pièces familières semblaient différentes maintenant, souillées par la trahison, par la connaissance que l'homme avec qui j'avais partagé ce foyer pendant 30 ans avait comploté ma mort entre ses murs. Je me surprenais à sursauter au moindre bruit, à vérifier les détecteurs de fumée à la recherche de caméras cachées, me demandant si j'avais trouvé tous les dispositifs de surveillance. Marc avait inspecté la maison 3 fois, la déclarant propre. Mais la violation de ma vie privée avait laissé des cicatrices invisibles. C'était le dommage psychologique que Guillaume et Jessica avaient infligé. Un sentiment d'insécurité omniprésent dans un lieu qui aurait dû être mon sanctuaire. 6 semaines après leurs arrestations, l'audience préliminaire a été fixée. Maître Leclerc m'avait préparé à ce à quoi m'attendre, mais rien n'aurait pu vraiment me préparer à l'expérience de voir Guillaume et Jessica dans la salle d'audience, tous deux en combinaison orange, tous deux avec le regard vide de ceux dont les plans soigneusement élaborés s'étaient effondrés de façon spectaculaire. Souvenez-vous, a murmuré Maître Leclerc alors que nous prenions nos sièges. Ne croisez pas leurs regards. Ne réagissez à rien de ce qu'ils disent. Laissez-moi et le procureur tout gérer. Robert était assis à côté de moi, son visage un masque de détermination. Il avait lutté plus que moi à certains égards. Alors que j'avais perdu un mari, il avait perdu à la fois un père et une femme d'un seul coup dévastateur. La double trahison l'avait vieilli, traçant des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Mais elle avait aussi forgé quelque chose de nouveau en lui, une résilience que je reconnaissais de mon propre parcours. La cour a appelé l'huissier. Et nous nous sommes levés alors que la juge Éléonore Ramirez entrait dans la salle d'audience. Les charges contre Guillaume et Jessica ont été lues à haute voix. Une litanie de crimes qui semblaient surréalistes lorsqu'ils étaient appliqués à des personnes en qui j'avais autrefois placé mon cœur. Complot en vue de commettre un meurtre, vol qualifié, usurpation d'identité, trafic de drogue, blanchiment d'argent. La liste continuait. Chaque charge un clou de plus dans le cercueil de la vie que je pensais que nous partagions. L'avocat de Jessica a plaidé non coupable pour cause de trouble mental, citant son trouble bipolaire non traité et son trouble de la personnalité borderline. L'avocat de Guillaume a plaidé non coupable, affirmant que son client avait été manipulé par Jessica, qu'il avait été sous son influence, qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Votre honneur, a déclaré la procureure, Maria Gonzalez, s'adressant à la juge. L'État dispose de preuves accablantes de préméditation et de complot entre les deux accusés. Monsieur Martin n'était pas un participant passif. Les dossiers financiers montrent qu'il transférait activement des actifs et souscrivait des polices d'assurance vie frauduleuses sur Madame Martin des mois avant que Madame Dubois-Martin n'arrête prétendument de prendre ses médicaments. La juge Ramirez a hoché la tête, puis s'est tournée vers l'avocat de Jessica. Quant à la défense de la santé mentale de votre cliente, le tribunal exigera une évaluation psychiatrique complète. Cependant, le carnet récupéré en possession de l'accusé montre une planification claire et rationnelle sur une période prolongée. La maladie mentale n'exclut pas la capacité de former une intention. Guillaume a gardé la tête baissée pendant toute la procédure, mais Jessica m'a regardé droit dans les yeux, son expression un mélange de haine et d'autres choses, peut-être un respect à contre-cœur pour l'avoir déjoué. Lorsque le nom de Robert a été mentionné, elle a déplacé son regard vers lui, et j'ai vu mon fils tressaillir à côté de moi. « Ne la regarde pas », ai-je murmuré en lui prenant la main. « Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. » L'audience s'est terminée avec le maintien en détention sans caution de Guillaume et Jessica jusqu'au procès. Alors qu'ils étaient emmenés, Guillaume a finalement levé les yeux, son regard croisant le mien à travers la salle d'audience. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère ou du défi, mais une honte profonde, une reconnaissance de ce qu'il avait jeté, des profondeurs auxquelles il avait sombré. J'ai soutenu son regard, ni accusateur ni indulgent, simplement présent, reconnaissant ce qui avait été et ce qui était maintenant perdu pour toujours. Puis je me suis détourné, faisant face à l'avenir, quel qu'il soit, qui m'attendait au-delà de cette salle d'audience. Dehors, des journalistes s'agglutinaient sur les marches du palais de justice, avides de détails sur l'affaire sensationnelle qui avait captivé l'attention du public. Le complot du meurtre à la fête de retraite, l'appelait-il, réduisant 30 ans de mariage et la destruction d'une famille à un titre sordide. Maître Leclerc nous a guidés par une sortie latérale, nous protégeant des caméras et des microphones. « Vous n'avez pas à leur parler » nous a-t-elle rappelé. Votre histoire vous appartient, pas au cycle des nouvelles. Y aura-t-il un procès? A demandé Robert alors que nous atteignions le parking. Très probablement pas, a répondu Maître Leclerc. Les preuves sont accablantes. Je m'attends à ce qu'ils acceptent tous les deux des accords de plaidoyer plutôt que de faire face à un jury. Guillaume en particulier a tout à perdre d'un procès public. Sa réputation, sa position dans la communauté, ce qu'il en reste en tout cas. Et Jessica? Ai-je demandé. Son avocat insistera pour une atténuation due à sa santé mentale, mais avec les accusations de drogue et les plans détaillés dans son carnet, elle risque une peine de prison substantielle quoi qu'il arrive. La grossesse complique les choses. Bien sûr, la grossesse. L'enfant qui naîtrait en prison,
L'innocent pris entre les feux des crimes de ses parents. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude pour ce bébé à naître, techniquement mon petit enfant, que Guillaume ou Robert soit le père. Que adviendra-t-il du bébé? Ai-je demandé. L'expression de maître Leclerc s'est adoucie. Les services de protection de l'enfance seront impliqués. Sans famille disposée à prendre la garde, l'enfant entrerait probablement dans le système de placement familial. Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds de sens. Robert m'a regardé, une question dans les yeux qu'il n'arrivait pas tout à fait à poser. Nous franchirons ce pont le moment venu, ai-je dit doucement. Un jour à la fois. Tu te souviens? Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'avocat de Guillaume. Madame Martin, mon client a demandé à vous rencontrer. Ce serait supervisé, bien sûr, et votre avocate serait présente. Il dit qu'il y a des choses qu'il doit vous dire, des explications qu'il veut offrir. Mon premier réflexe a été de refuser. Quelle explication possible pourrait justifier ce qu'il avait fait? Quels mots pourraient guérir les blessures que ses actions avaient infligées? Mais en considérant la demande, j'ai réalisé que je voulais des réponses. Pas pour lui, mais pour moi. J'avais besoin de comprendre comment 30 ans de mariage pouvaient se terminer ainsi. Comment l'homme qui avait un jour promis de m'aimer et de me protéger pouvait conspirer avec ma belle-fille pour me prendre la vie. Je le rencontrerai, ai-je dit finalement. Mais je ne fais aucune promesse de pardon. Compris, a répondu l'avocat. Et Madame Martin, pour ce que ça vaut, je défends des clients depuis 20 ans, et j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi sincèrement plein de remords que votre mari. Il n'est plus mon mari, ai-je dit doucement. Pas d'une manière qui compte. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de Guillaume dans une petite salle de conférence à la prison du comté. Maître Leclerc à mes côtés, son avocat au sien. Guillaume paraissait diminué dans sa combinaison orange, plus âgé et plus fragile que dans mes souvenirs. L'homme confiant et charmant qui avait partagé mon lit pendant 3 décennies avait disparu, remplacé par quelqu'un aux yeux creux et hésitants. Merci d'être venu, a-t-il commencé, sa voix rauque. Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. C'est exact, ai-je convenu, gardant une voix neutre. Mais je suis là. Dites ce que vous avez à dire. Guillaume a pris une profonde inspiration, ses mains, autrefois si familières, tremblant légèrement sur la table entre nous. Je veux plaider coupable, a-t-il dit. Pour tout. Pas d'accord, pas de réduction de peine. J'ai donné l'ordre à mon avocat de retirer le plaidoyer de non-culpabilité et d'entrer un plaidoyer de culpabilité lors de la prochaine audience. Son avocat s'est agité inconfortablement à côté de lui. Nous avons longuement discuté des implications de cette décision. Monsieur Martin comprend qu'il risque potentiellement 20 à 25 ans de prison. Pourquoi? Ai-je demandé, étudiant le visage de Guillaume. Pourquoi maintenant? Parce que c'est la vérité, a répondu simplement Guillaume. Je suis coupable de vous avoir trahi, de vous avoir volé, d'avoir envisagé pire. Il n'arrivait pas à prononcer le mot « meurtre », ai-je remarqué. Et parce qu'un procès ne ferait que vous blesser davantage, vous et Robert. Vous méritez de continuer votre vie sans avoir à revivre cela dans un tribunal. Quelle générosité de votre part, ai-je dit, incapable de masquer le sarcasme dans ma voix. Après tout le reste. Guillaume a tressailli, mais a hoché la tête. Jay Limerite. Je mérite tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. Il y a des choses que vous devez savoir, des questions pratiques qui vous affecteront à l'avenir. Il a fait glisser un dossier sur la table. Ceci contient des informations sur tous les comptes que j'ai ouverts, tous les actifs que j'ai transférés, tout ce que je vous ai pris. Mon avocat a travaillé avec la police pour récupérer le plus possible. La maison à Lyon a été vendue et le produit est détenu sous séquestre jusqu'à ce que le tribunal détermine la restitution. J'ai regardé le dossier mais ne l'ai pas ouvert. Mon avocate s'occupe de la récupération financière. Je sais, mais il y a plus. La voix de Guillaume a baissé. Des informations sur Jessica que vous devriez avoir. Maintenant, il avait toute mon attention. Quoi à son sujet? Elle a déjà fait ça. Pas seulement les mariages que vous connaissez. Il y en a eu d'autres, des relations qui ne se sont pas terminées par un mariage mais qui ont suivi le même schéma. Elle cible des hommes avec de l'argent, avec quelque chose à perdre. Elle les étudie, apprend leurs faiblesses et les exploite. Comme vous m'avez étudié, n'ai-je pas pu m'empêcher de demander? Apprenant mes routines, mes médicaments, le moment et l'endroit parfait pour un accident. Le visage de Guillaume s'est décomposé. Hélène, je n'aurais pas. Vous n'auriez pas quoi, Guillaume? Mener le plan à son terme? Les polices d'assurance vie et les dossiers médicaux falsifiés suggèrent le contraire. J'étais perdu, a-t-il dit, les mots à peine audibles. Après ma retraite, je me sentais inutile, invisible. Jessica m'a fait me sentir important à nouveau, désirable. Le temps que je réalise ce qu'elle voulait vraiment, j'étais trop impliqué. Elle avait des preuves de notre liaison. La preuve que j'avais transféré des actifs.
Elle a menacé de vous le dire, de le dire à Robert, de tout gâcher. Alors, au lieu de tout avouer, au lieu de faire face aux conséquences de votre liaison, vous avez décidé de commettre une fraude, de planifier ma mort. Je me suis penchée en avant, ma voix basse et intense. Avez-vous la moindre idée de ce que cela dit de vous? De l'homme que je pensais avoir épousé? Guillaume ne pouvait pas croiser mon regard. Je n'ai aucune excuse. Aucune qui compte en tout cas. Ce que j'ai fait est impardonnable. Oui, ai-je convenu. Ça l'était. Mais Jessica est dangereuse d'une manière que vous ne comprenez pas encore, a-t-il poursuivi. Même depuis la prison, elle a des relations. Des gens qui lui doivent des faveurs, des gens qui ont peur de ce qu'elle sait sur eux. Vous devez être prudente, Hélène. Vous et Robert. Un frisson m'a parcouru. Vous dites qu'elle pourrait essayer de nous faire du mal, même maintenant. Je dis qu'elle ne pardonne pas aux gens qui la contrarient. Son père, ses anciens maris, ses ex-partenaires. Quiconque s'est déjà mis en travers de son chemin en a payé le prix. Et vous lui avez tout coûté. J'ai pensé aux yeux froids de Jessica dans la salle d'audience, à l'intelligence calculatrice derrière sa fausse fragilité. J'ai pensé au plan méticuleux dans son carnet, aux mois de préparation patiente pour nos morts. J'en parlerai à Marc, ai-je dit, pour m'assurer que nous sommes protégés. Guillaume hoche la tête. Il y a une dernière chose. Il a hésité, luttant avec ce qu'il devait dire ensuite. À propos du bébé? Quoi à son sujet? Ce n'est pas le mien. La simple déclaration flottait dans l'air entre nous. Des tests ADN le confirment, a ajouté l'avocat de Guillaume, produisant un autre document. Nous avons fait le test dans le cadre de la préparation de notre défense. Le père de l'enfant est Robert. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'est pas possible. La chronologie? Elle couchait avec nous deux, a dit Guillaume, la honte colorant sa voix, nous montant l'un contre l'autre. La grossesse qu'elle a interrompue il y a 2 ans, celle-là était de moi. Celle-ci est de Robert. Est-ce qu'il le sait? Ai-je demandé, pensant à mon fils, à la couche supplémentaire de trahison que cela représentait. Pas encore. Je voulais que vous l'entendiez de ma part d'abord, pour que vous décidiez comment gérer la situation. Je me suis rassise, digérant cette nouvelle information. Jessica avait été enceinte de l'enfant de Robert tout en conspirant avec Guillaume pour le tuer. Elle portait son bébé tout en planifiant son accident de randonnée. Le niveau de calcul, de cruauté compartimentée, était à couper le souffle. Pourquoi me dire cela maintenant? Ai-je finalement demandé. Pourquoi ne pas le garder pour vous? Parce que cet enfant est innocent, a dit simplement Guillaume. Quoi que Jessica et moi ayons fait, le bébé ne mérite pas de payer pour nos crimes. Et Robert mérite de savoir qu'il a un enfant, de prendre ses propres décisions sur le rôle qu'il veut jouer dans sa vie. Pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce, j'ai vu un aperçu du Guillaume que j'avais connu, l'homme qui, malgré tous ses défauts, avait été un père aimant pour notre fils, qui avait tenu Robert nouveau-né avec des larmes aux yeux, promettant de le protéger toujours. Je le lui dirai, ai-je dit. Mais pas parce que vous l'avez demandé. Parce que c'est la bonne chose à faire. Alors que je me levais pour partir, Guillaume a parlé une dernière fois. Hélène, je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon. Je ne l'attends pas et je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que les 30 ans que nous avons eus, ils n'étaient pas tous un mensonge. Il y avait un véritable amour. Du moins de mon côté. Je me suis juste égarée. J'ai oublié ce qui comptait. J'ai regardé cet homme brisé, cet étranger portant le visage de mon mari, et j'ai ressenti une vague inattendue de pitié. Au revoir, Guillaume, ai-je dit doucement. J'espère que vous trouverez la paix qui vous est possible maintenant. Alors que maître Leclerc et moi sortions de la prison, la vive lumière du soleil semblait purificatrice après la fluorescence stérile de la salle de visite. Ça va? A-t-elle demandé, sa main sur mon bras. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Je n'ai pas tout de suite parlé du bébé à Robert. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce que Guillaume m'avait dit, pour décider de la manière la plus douce d'annoncer une nouvelle qui allait changer la vie de mon fils pour toujours. En attendant, la vie a repris son nouveau rythme étrange. J'ai recommencé à travailler à temps partiel dans un dispensaire du centre-ville, trouvant que l'aide aux autres était la thérapie la plus efficace pour mon propre traumatisme. Robert s'est jeté à corps perdu dans son travail, faisant de longues heures qui l'empêchaient de ressasser la dissolution de son mariage. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine, évitant soigneusement les spectres jumeaux de Guillaume et Jessica qui planaient aux abords de nos conversations. Marc est resté une présence constante dans ma vie. Professionnel au début, assurant notre sécurité, nous tenant au courant des procédures judiciaires, aidant à récupérer les actifs financiers. Mais évoluant progressivement vers quelque chose de plus personnel. Rien de romantique pour l'instant. Nous étions tous les deux trop éthiques et trop blessés pour cela. Mais une amitié, une connexion basée sur le respect et la compréhension mutuelle.
3 semaines après ma rencontre avec Guillaume, l'avocat de Jessica a pris contact avec une proposition inattendue. Elle veut conclure un accord, a expliqué maître Leclerc lors d'une réunion d'urgence à son cabinet. Elle plaidera coupable à des accusations réduites en échange d'informations. Des informations sur quoi, ai-je demandé? D'autres crimes, d'autres victimes? Apparemment, les activités criminelles de Jessica s'étendaient au-delà de ce que nous savons déjà. Elle prétend avoir des preuves de fraude financière impliquant plusieurs hommes d'affaires importants de la région, dont certains avec des relations politiques. En quoi cela nous aide-t-il? Pas directement, mais le procureur est intéressé. Et si Jessica fournit des informations précieuses, elle pourrait voir sa peine réduite. Pas éliminée. Elle risque toujours un minimum de 10 ans, mais moins que les 20 ou 25 qu'elle obtiendrait autrement. J'ai réfléchi. D'un côté, l'idée que Jessica purge une peine moins longue pour ses crimes me semblait profondément injuste. D'un autre côté, si ces informations permettaient d'arrêter d'autres criminels, peut-être que quelque chose de bon pourrait sortir de ce cauchemar. Que veut-elle de moi spécifiquement? Ai-je demandé, sentant qu'il y avait plus dans cette proposition. Maître Leclerc a hésité. Elle veut un droit de visite pour le bébé après sa naissance. Elle veut que vous, ou Robert s'il est d'accord, lui ameniez l'enfant en prison. Absolument pas, ai-je dit immédiatement. Cet enfant mérite mieux que d'être élevé avec des visites en prison à une mère qui a prévu de tuer son père. Je suis d'accord, a dit maître Leclerc. Et légalement, elle a très peu de poids étant donné les circonstances. Mais elle en fait une condition de sa coopération avec les autorités. Alors qu'elle pourrisse en prison pour les 25 ans, ai-je dit sèchement. Je n'utiliserai pas un enfant comme monnaie d'échange. Maître Leclerc a hoché la tête, sans surprise face à ma réponse. Je transmettrai votre position au procureur. Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites le bon choix. Certaines lignes ne devraient pas être franchies, même pour un meilleur résultat juridique. Ce soir-là, j'ai finalement parlé du bébé à Robert. Nous étions assis sur la terrasse de ma maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de violet et d'or. Les tests ADN confirment que c'est le tien, ai-je dit doucement après avoir expliqué ce que Guillaume m'avait dit. Jessica était impliquée avec vous deux simultanément. Robert est resté silencieux pendant un long moment, son visage illisible dans la lumière déclinante. Finalement, il a parlé, sa voix rauque d'émotion. J'ai toujours voulu être père. Mais pas comme ça. J'ai tendu la main vers la sienne. Tu n'as rien à décider pour l'instant. Tu as le temps de réfléchir au rôle que tu veux jouer dans la vie de cet enfant. Si tu en veux un. Si j'en veux un? Robert m'a regardé, la surprise évidente dans son expression. Maman, c'est mon enfant. Quoi que Jessica ait fait, le bébé est innocent. Je ne peux pas simplement abandonner ma propre chair et mon propre sang au système de placement familial. La fierté a gonflé dans ma poitrine face à la réponse instinctive et immédiate de mon fils. Malgré tout, malgré la trahison et la douleur, sa première pensée était pour le bien-être de son enfant à naître. Tu as raison, ai-je dit, et je soutiendrai toute décision que tu prendras. Mais je veux que tu comprennes ce que tu entreprends. La monoparentalité est un défi dans les meilleures circonstances, et celles-ci sont loin d'être les meilleures. Robert a hoché lentement la tête. Je sais. Mais je sais aussi ce que signifie être élevé par un parent qui fait passer son enfant en premier, qui crée un foyer sûr et aimant quoi qu'il arrive. Il a serré ma main. J'ai eu un très bon professeur. Des larmes me sont montées aux yeux. À ce moment-là, je savais que quoi qu'il arrive, que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble, en famille. Les mois suivants se sont écoulés dans un tourbillon de procédures judiciaires et de préparatifs. Guillaume, fidèle à sa parole, a plaidé coupable à toutes les accusations et a été condamné à 18 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Jessica, après l'échec de son accord avec le procureur, a également plaidé coupable, mais a reçu la peine maximale de 25 ans. La récupération financière était en cours, complexe et seulement partiellement réussie. Certains actifs ont été récupérés, la maison de Lyon, plusieurs comptes d'investissement, les polices d'assurance-vie frauduleuses. Mais d'autres avaient été irrémédiablement perdus à cause de mauvais investissements ou des opérations de trafic de drogue de Jessica. Au final, j'avais peut-être 60% de ce qui aurait dû être mon épargne retraite. Assez pour vivre confortablement, mais pas luxueusement. Plus important encore, j'avais ma maison, ma dignité et ma liberté. Des choses qui m'avaient presque été volées par les deux personnes en qui j'aurais dû pouvoir avoir le plus confiance. À l'approche de la date d'accouchement de Jessica, Robert a pris des dispositions pour obtenir la garde du bébé immédiatement après la naissance. Le tribunal avait retiré les droits parentaux de Jessica en raison de ses crimes, ce qui rendait le processus relativement simple d'un point de vue juridique, bien qu'émotionnellement compliqué pour toutes les personnes impliquées. « Es-tu sûr de toi ?» ai-je demandé à Robert la veille de la césarienne programmée. Jessica était transportée de la prison à l'hôpital sous bonne garde.
Une fin surréaliste pour une grossesse conçue dans la tromperie. J'en suis sûr, a-t-il dit fermement. Cet enfant est un Martin, notre famille. Quoi qu'il arrive d'autre, je veux que mon fils ou ma fille grandisse en sachant qu'il ou elle était désiré et aimé. Tu es un homme bon, Robert, ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Une bien meilleure personne que l'un ou l'autre de ceux qui t'ont trahi. J'ai eu un bon exemple, a-t-il répondu simplement. Le lendemain matin, nous étions assis dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que Jessica subissait l'intervention. C'était étrange de penser que juste au bout du couloir, une nouvelle vie venait au monde, une vie qui ferait partie de notre famille malgré les circonstances de sa conception. Une infirmière est apparue à la porte. Monsieur Martin, votre fille est née. La mère et le bébé se portent bien. Fille, a murmuré Robert, le mot rempli d'émerveillement et de trépidation. J'ai une fille. L'infirmière nous a conduits à la nurserie où un petit paquet enveloppé dans une couverture rose reposait dans un berceau, un minuscule visage parfait dépassant de l'emmaillotage. Robert s'est approché lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il bougeait trop vite. Elle est magnifique, a-t-il soufflé, tendant un doigt hésitant pour toucher sa joue. Parfait. Et elle l'était. Malgré tout, la trahison, les crimes, la famille brisée dans laquelle elle était née, cet enfant était innocent et parfait. Un nouveau départ au milieu des fins. Comment vas-tu l'appeler? Ai-je demandé. Robert m'a regardé, les yeux remplis de larmes et de détermination. Espoir, a-t-il dit. Son nom est Espoir. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin derrière ma maison, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Les roses que j'avais plantées des années auparavant n'avaient jamais aussi bien fleuri, comme si elles aussi célébraient leur libération de l'atmosphère toxique qui avait empoisonné cet endroit pendant si longtemps. Les procédures judiciaires avaient été rapides et décisives. Les accusations de trafic de drogue de Jessica avaient abouti à une longue peine, et le transfert frauduleux d'actifs de Guillaume avait été complètement annulé. La maison, l'épargne, les fonds de retraite que j'avais mis 35 ans à constituer, la plupart m'appartenaient à nouveau. Plus important encore, ma vie m'appartenait à nouveau. Robert s'était installé dans la paternité avec une dévotion qui me remplissait de fierté. Espoir s'épanouissait sous ses soins, une petite fille heureuse et en bonne santé avec les yeux doux de son père et une résilience qui semblait venir d'ailleurs que des gènes de ses parents. J'aidais quand je le pouvais, appréciant le rôle de grand-mère sans les responsabilités à plein temps de la parentalité. Guillaume avait été transféré dans une prison à sécurité minimale en Normandie, loin de la vie qu'il avait détruite. Il écrivait de temps en temps, des lettres que je lisais parfois et parfois non, selon mes réserves émotionnelles du jour. Son remords semblait sincère, mais certaines blessures étaient trop profondes pour que de simples mots puissent les guérir. Jessica est restée dans un établissement de plus haute sécurité, sa grossesse et sa maternité n'ayant rien fait pour atténuer sa peine. Elle avait tenté une fois de contester la déchéance de ses droits parentaux. Mais le juge avait jeté un coup d'œil aux preuves, les plans de meurtre, le trafic de drogue, la destruction calculée de la famille de son mari, et avait rejeté sa requête sans hésitation. Le développement le plus inattendu avait été ma relation avec Marc Fournier, le détective privé qui m'avait aidé à découvrir la vérité sur mon mariage. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne cherchions, mais que nous étions tous les deux prêts à trouver. Marc comprenait la trahison d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas. Son propre mariage s'était terminé lorsqu'il avait découvert la liaison de sa femme avec son ancien partenaire de police, et il avait canalisé sa douleur dans une carrière aidant d'autres personnes à trouver la vérité sur leur propre vie. Nous partagions un humour noir sur la nature humaine, une sagesse durement acquise sur ce dont les gens étaient capables quand ils pensaient que personne ne regardait. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» m'avait-il dit lors d'un dîner la semaine précédente, dans le restaurant italien où nous avions commencé à nous retrouver après la clôture de mon affaire. « Tu ne les as pas laissés te rendre amer. Tu t'es mise en colère. Tu t'es vengé. Tu as obtenu justice. Mais tu ne les as pas laissés t'empoisonner. » Il avait raison. Bien qu'il m'ait fallu des mois pour le réaliser moi-même. Je m'attendais à me sentir plus brisée que je ne l'étais, plus endommagée par la révélation que 30 ans de mariage avaient été construits sur des fondations qui pouvaient s'effondrer si complètement. Au lieu de cela, je me sentais plus légère, plus propre, comme si j'avais enfin pu laver une saleté que je ne savais même pas que je portais. La retraite que j'avais planifiée avec Guillaume, les voyages, les passe-temps, le bonheur domestique tranquille avait été remplacé par quelque chose de mieux. J'avais commencé à faire du bénévolat dans un dispensaire du centre-ville, utilisant mes compétences d'infirmière pour aider les personnes qui n'avaient pas les moyens de se soigner. J'ai rejoint un club de lecture où nous discutions vraiment de livres au lieu de potins. J'avais appris à cuisiner pour une personne sans me sentir seule, appris à prendre des décisions sans consulter personne d'autre, appris à dormir toute la nuit sans écouter la respiration de quelqu'un d'autre. À 58 ans, j'ai découvert ce que c'était que de vivre pour soi-même. Ce matin-là, alors que je coupais les roses fanées et arrachais les mauvaises herbes des parterres de fleurs qui prospéraient enfin à nouveau, j'ai entendu une voiture entrer dans mon allée.
Je pouvais voir le camion de Marc, et j'ai souri malgré moi. Il avait pris l'habitude de m'apporter du café les matins de week-end, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il le voulait, parce que cela nous rendait heureux tous les deux d'une manière simple et sans complication. « Bonjour, ma belle » a-t-il lancé en franchissant le portail du jardin, portant 2 tasses du café du centre-ville. « Comment vont les roses ?»« Spectaculaire » ai-je dit en acceptant le café avec gratitude. Je pense qu'elles sont aussi heureuses d'être libérées du drame que moi. Nous nous sommes assis sur la balancelle que Guillaume avait installée des années auparavant, à l'époque où il était encore l'homme que je pensais avoir épousé. J'avais envisagé de la faire enlever, d'effacer toutes les traces de lui de mon espace, mais j'ai décidé plutôt de me la réapproprier. C'était ma maison, ma terrasse, ma balancelle. Je ne laisserai pas sa trahison me priver de profiter des bonnes choses simplement parce qu'il en avait fait partie un jour. Robert a appelé ce matin, ai-je dit en sirotant mon café. Il amène espoir pour le dîner ce soir. Il dit qu'elle essaie de se retourner maintenant. Marcus Surrey. C'est une grande étape. Elle se développe normalement, alors. C'est une battante, ai-je dit fièrement. Comme sa grand-mère. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les oiseaux à la mangeoire, profitant du simple plaisir de la compagnie de l'autre sans exigence ni attente. J'ai réfléchi, a finalement dit Marc. À nous. À l'avenir. Je me suis tourné pour le regarder, ce brave homme qui était entré dans ma vie pendant ces heures les plus sombres et m'avait aidé à retrouver la lumière. Qu'en est-il de l'avenir, ai-je demandé. Je sais que nous avons pris notre temps, et je respecte ça. Nous avons tous les deux assez souffert pour savoir qu'il n'est pas sage de se précipiter. Il a pris ma main, son contact chaud et stable. Mais je veux que tu saches que je suis là pour le long terme, Hélène. Quel que soit le rythme dont tu as besoin, quelles que soient les limites que tu veux maintenir, je suis là aussi longtemps que tu voudras de moi. La simple déclaration, sans grand geste ni promesses élaborées, m'a profondément touchée. C'est à cela que ressemblait le véritable amour, ai-je réalisé. Pas des déclarations passionnées ou des gestes dramatiques, mais une présence constante, une fiabilité, un respect des limites et des processus de guérison. J'y suis aussi, ai-je dit doucement. Pour le long terme, il serré ma main doucement. Alors, quelle est la suite? J'ai réfléchi à la question, à l'avenir qui s'étendait devant moi comme un livre non écrit. Pendant 30 ans, mon avenir avait été lié au choix de Guillaume, au rêve de Guillaume, au calendrier de Guillaume. Maintenant, il n'appartenait qu'à moi de l'écrire. La suite, c'est que je vis, ai-je dit simplement. Je me réveille chaque matin dans une maison qui m'appartient. Je prends des décisions basées sur ce qui me rend heureuse. Et je ne confondrai plus jamais le besoin que quelqu'un a de moi avec son amour pour moi. Ça ressemble à un très bon plan. Ça l'est, ai-je convenu, regardant un couple de cardinaux travailler ensemble pour tisser des brindilles et des bouts de ficelle en quelque chose qui abriterait leur famille. C'est le meilleur plan que j'ai jamais fait. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, brûlant les dernières brumes matinales, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une paix complète avec mes choix. L'enveloppe qui avait tout déclenché avait disparu depuis longtemps, son contenu ayant rempli son office. Les documents étaient classés dans le bureau de mon avocate. Les photographies étaient des preuves dans des affaires judiciaires closes. La vérité avait été dite, et justice avait été rendue. Ce qui restait, c'était ceci. Une femme qui avait appris que la trahison, bien que dévastatrice, n'était pas nécessairement permanente. Que la confiance, une fois brisée, pouvait être reconstruite avec des personnes qui la méritaient. Que l'amour, le vrai, était possible même après avoir découvert que ce que vous pensiez être de l'amour était en fait quelque chose de beaucoup plus petit et de plus égoïste. À 58 ans, j'étais enfin libre de découvrir qui j'étais quand je n'étais pas occupée à être ce que tout le monde avait besoin que je sois. Ce fut la plus belle découverte de ma vie. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.